Ça me fait plaisir, quoique je ne suis pas convaincu que plaisir soit le bon mot, qu'on aborde ce sujet. J'ai eu la chance de visiter des régions minières au Chili, en Colombie. C'est pourquoi je souhaitais fortement, j'ai poussé pour qu'on amène cette étude dans ce comité. J'ai entendu des histoires d'expulsion de populations locales, d'empoisonnement de l'eau, d'intoxication de l'air, de personnes qui auraient été assassinées par les services de sécurité privés de ces minières-là. Puis évidemment, souvent, ces projets-là se font accepter par les populations locales avec des promesses d'emploi, de création d'emplois, et souvent, c'est pas le cas parce que les minières vont amener leur propre personnel également. Ma question ira à Mme Coumans de Mining Watch. En fait, je vous demanderai d'être assez concis. J'ai plusieurs questions pour vous. Tout d'abord, est-il vrai que souvent ces minières ne sont canadiennes que sur papier? C'est-à-dire que l'environnement légal et fiscal en vigueur au Canada, de même que les avantages spéculatifs de la Bourse de Toronto, font du Canada un véritable pavillon de complaisance pour des minières du monde entier qui viennent s'enregistrer pour profiter davantage? Oui, alors premièrement, dans mon exposé, j'ai abordé un grand nombre de questions et j'ai nommé un grand nombre de pays et nous allons fournir un rapport avec une information beaucoup plus détaillée. Alors oui, il y a un énorme problème. Il y a un phénomène très intéressant où des entreprises sont sises au Canada, mais en fait n'ont qu'une boîte postale et rien d'autre. Et ensuite, en fait, je travaille à Vancouver sur une telle question. Vous savez que le Canada commence à s'intéresser maintenant aux mines océaniques. Et il y a une entreprise de mines océaniques. Si vous allez voir leur siège social au Canada, vous y verrez. Vous allez à l'adresse et on n'y trouve qu'une boîte aux lettres. Il n'y a pas de bureau comme tel. Donc oui, le problème est réel. Des entreprises s'établissent au Canada pour des raisons fiscales. C'est ce qu'on appelle le snowwashing en anglais. Elles se trouvent également au Canada pour d'autres raisons, mais en fait, ne sont vraiment pas présentes au Canada. Donc, un chantier sans doute à attaquer. L'Ombudsman, vous en avez parlé un peu. Je vous pose quand même la question. A-t-il des pouvoirs suffisants, oui ou non? Juste par oui ou par non, s'il vous plaît. Non, elle n'a pas assez de pouvoir parce qu'elle n'a toujours pas de pouvoir. 5 ans après la création de son poste, elle n'arrive toujours pas à contraindre les témoins à comparaître. Pourtant, le Canada reconnaissait cela comme étant d'une importance critique. On lui avait promis ses pouvoirs et pourtant, il ne les a pas. En 2009, la formation politique à laquelle j'appartiens, le Bloc québécois, avait amené un projet de loi pour créer une commission d'enquête qui aurait été indépendante du pouvoir politique, qui aurait eu les moyens de faire ses propres enquêtes et le pouvoir d'interpeller directement Affaires étrangères en cas de soutien à ces minières, pour l'inviter, pour forcer finalement un retrait de ce soutien. Puis ça me mène à mon autre question. Avez-vous eu vent d'un soutien diplomatique par le biais des ambassades canadiennes aux activités minières à l'étranger? L'appui diplomatique aux entreprises canadiennes à l'étranger se fait en continu par le service des commissionnaires. Il y a un énorme problème de responsabilité à cet égard. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation d'intégrité, où les entreprises sont censées signer pour obtenir les services diplomatiques des missions à l'étranger. Mais lorsque nous constatons des abus ou des exactions de droits de la personne ou environnementaux commis par les entreprises minières qui pourtant jouissent des soutiens diplomatiques, eh bien, lorsque nous leur demandons si l'entreprise a signé, donc c'est un accord d'intégrité, on nous dit on ne peut pas vous dire si c'est une information confidentielle. Donc il n'y a aucun moyen de demander des comptes de l'entreprise ou du gouvernement. On ne sait pas si les entreprises sont appuyées ou non, et souvent elles le sont, et pourtant ça ne les empêche pas de commettre des exactions. Donc oui, les entreprises jouissent d'un grand soutien, non seulement financier, mais également politique. Et c'est un problème d'applicabilité du gouvernement. Mon autre question, Mme Coumans, une minute. Avez-vous eu vent aussi de projets qui seraient à l'origine de viols des droits humains et environnementaux et sociaux, de projets qui auraient été financièrement soutenus par Exportation et Développement Canada? Oui, alors
Alors, je ne sais pas si des entreprises d'exploration sont appuyées par EDC, mais je sais que des entreprises... Nous avons eu connaissance d'entreprises qui minent, qui exploitent des mines, qui ont été appuyées par l'EDC. Dans un rapport publié en 2022, la Justice and Corporate Accountability Project mentionne des graves actes de violence qui ont été commis par une minière canadienne au Guatemala. Il est question de contamination environnementale, de préjudice à la santé humaine. Selon le rapport, des activités de certains fonctionnaires canadiens qui ont été menées en 2010 et en 2011 visant à défendre les intérêts de la minière ont sapé les efforts de communautés autochtones mayas pour accéder au système interaméricain des droits de la personne et d'y défendre leurs droits. À votre connaissance, est-ce que c'est le seul cas documenté où il y a rapport où des fonctionnaires canadiens auraient travaillé pour empêcher des victimes de violations de se faire entendre? Et alors, ce cas est très bien documenté et ce cas est très important, celui de Gold Corp. Gold Corp s'était fait demander par le Comité interaméricain des droits de la personne de cesser toute activité à cause des inquiétudes concernant les exactions contre ces peuples à cette mine. Donc, le gouvernement du Guatemala avait émis des mesures précautionnaires, ce qui exigeait la cessation immédiate des activités de la mine, et c'était pourtant le week-end. Et donc, des documents d'accès à l'information nous permettent de savoir que les intérêts de Gold Corp avaient été protégés par le gouvernement. Ces activités de protection de Gold Corp par le gouvernement sont très importantes et nous savons que cela arrive tout le temps. Chaque fois qu'un problème sort dans les médias au Canada, on voit que les ambassades agissent, les ambassadeurs vont couper des rubans, faire des déclarations dans les journaux comme quoi l'entreprise est remarquable et qu'elle jouit du plein soutien du gouvernement canadien. Bref, nous mettons à risque notre propre réputation. C'est tout à fait monnaie courante. Parlons, si vous le voulez bien, du règlement des différents investisseurs États. On le sait, c'est ce mécanisme qui a été intégré dans plusieurs accords de libre-échange, qui permet à des multinationales étrangères de mettre les États devant les tribunaux pour des mesures démocratiquement adoptées qui porteraient atteinte au profit de certaines entreprises. On avait fait d'ailleurs également une étude que j'avais amenée à l'époque en 2021 dans ce comité sur les conséquences. Bon, les positions du Bloc et celles du NPD n'étaient pas les mêmes que celles des libéraux et des conservateurs là-dessus. Mais bref, selon un article de 2019 du Centre canadien de politique alternative, c'est désormais le principal recours des entreprises minières. On a recours à ce règlement des différents investisseurs États de manière croissante. Il y aurait apparemment 43 investisseurs canadiens qui auraient déposé des plaintes en ayant recours à ce mécanisme, donc poursuivant des gouvernements étrangers à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Et 70% de ces investisseurs viennent des secteurs miniers et énergétiques. Et 86% des pays visés sont des pays en développement. Pourtant, le Canada, si on exclut la CEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, continue de signer des accords de libre-échange qui contiennent de tels mécanismes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée de continuer dans cette voie? Cette question est fort importante. On a entendu plus tôt que les entreprises minières canadiennes pourraient être défavorisées sur le plan concurrentiel si le Canada leur imposait des normes supérieures. M. Thompson a dit très clairement qu'en fait, ils auraient de meilleures chances d'accéder à la loi, aux mécanismes prévus dans la loi. Si les normes étaient appliquées, il y a beaucoup de compagnies qui veulent se débarrasser des compagnies canadiennes à cause des torts. Il y a une mine de Barrick. Il y a eu un renouvellement de licence et la Papouasie-Nouvelle-Guinée a dit non. Il y a eu tellement de dommages environnementaux
les résidus sont déversés dans un réseau fluvial où il n'y a pas du tout de filtrage. Alors, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a dit non, on ne va pas renouveler le bail qui était en place depuis 20 ans. Et on aurait pensé qu'un gouvernement souverain aurait le droit de ne pas renouveler une licence lorsque elle doit être renouvelée. Et Barrick Gold a lutté contre cela et a fait une requête auprès de la Banque mondiale par le biais du mécanisme de règlement des différends RDIE. Et c'est un gouvernement très pauvre que celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et le gouvernement a dit qu'il n'avait pas les ressources pour contrer Barrick Gold devant les tribunaux. Donc, c'est très dramatique. Merci beaucoup.